Bienvenue sur Océan, le magazine de la voile et du voyage. Au programme cette semaine, les aventures de Thierry Dubois et de la Louise. Dans notre série Carte postale, direction la Guadeloupe, aux Antilles pour une escale de charme. Mais sans attendre, suite et fin de notre reportage sur le lac du Bourget, à la rencontre cette fois d'une embarcation inattendue, la voiture amphibie. C'est une voiture amphibie. Elle assume très bien sur la route et sur l'eau. Elle marche à 120. Pour venir de Metz jusqu'ici, je mets environ 6 heures, ce qui est tout à fait honorable. Elle peut naviguer très bien, là où c'est permis également. Elle marche moins vite, elle ne dépasse pas les 12 à l'heure. Il y a donc une boîte de vitesse normale pour les roues. Et en bout de boîte, l'arbre primaire entraîne une boîte de transfert qui a une marche avant, un point mort et une marche arrière. Donc là en rouge, j'ai sorti la vitesse parce que ça ne sert à rien d'entraîner les roues et je marche qu'aux hélices. C'est uniquement les roues à l'avant qui servent de safran ou de gouvernail, quoi. Donc, en fait, quand je ferme et je verrouille les portes, ça rapproche les joints. Vous voyez? Ça, c'est le secret de l'étanchéité. Bon, pour le reste, il y a des pompes de colle. Il y en a une d'origine, mais je suis froussard de nature, j'en ai rajouté 2 autres, dont une automatique. Il semblerait, j'en suis pas sûr et je ne veux pas faire l'essai, qu'il faut au moins 700 litres d'eau avant qu'elle coule. Cette voiture-là est sortie telle qu'elle de 61 à 65. Elle est sortie à environ 3000 exemplaires. Ben, au départ, elle n'a pas de modèle. C'est une usine allemande de fabrication de machines-outils et de wagons dans le nord, à Hambourg, qui a fait cette voiture-là complètement. La carrosserie est empruntée nulle part. C'est des dessins à eux. Par contre, elle rappelle les années 60. J'ai traversé Paris par la Seine en prenant le canal Saint-Martin. Je suis allé sur la Loire, je suis allé en Bretagne. En Belgique, j'ai même pris des ascenseurs de bateaux en Belgique. J'ai navigué aussi en Hollande. Ben, je connais un peu tout maintenant. Et nous retrouvons un nouvel épisode de la construction de la Louise. Cette fois-ci, on s'intéresse à l'avancement des aménagements du pont de la Goélette. Les deux roufs là font un peu séparés alors qu'en fait ils sont reliés par l'hiloire de cockpit, donc esthétiquement on ne voit plus cette cassure. De même que le faux pavois qui est ici va être prolongé par le vrai pavois, donc on verra une seule ligne, c'est celle-là, puis la deuxième ligne, mais on verra plus de cassure dedans. Pour l'instant le pont est juste posé, enfin il est collé. Il est collé vissé, c'est du contreplaqué de 22 mm, mais par-dessus on vient stratifier. C'est une strate et d'étanchéité et de structure, puisqu'on repasse dedans des fibres à 45 qui servent à la structure du pont aussi. Et ensuite, bon, il y a les parties qui sont peintes, comme ça peut être là, comme la coque, comme ici. Et puis il y a les parties qui vont être relatées en bois sur le pont. Il y a la casquette qui va encore un peu plus haut que le roof pour protéger le poste de barre. Bon, bah, celle-là, typiquement, elle est fabriquée. Mais là, pour une question de volume de hangar, on est obligé de la fabriquer, de la redémonter pour pouvoir sortir le bateau. Mais de toute façon, c'est une pièce rapportée qui restera démontable. On fait les hublots après, tout simplement parce que la stratification qui est là en place sur les lattes, qui n'est pas encore en place sur le roof, elle est faite sous vide. Donc forcément, si on veut faire du vide, il ne faut pas de trop. Ça ressemble plus à un cockpit de bateau de course par sa profondeur, tout simplement, et parce qu'il n'y a pas de bande cockpit en fait. Tout simplement parce que comme sur les bateaux de course, et là c'est pas le problème de la course, c'est un problème d'un bateau de travail, c'est que ce qu'on veut c'est être bien pour wincher. Et être bien pour wincher, c'est être calé et avoir le winch devant soi. C'est pas être à genoux sur un banc et avoir un winch sur l'hiloire, c'est pas fonctionnel du tout. Et là l'idée c'est d'avoir la barre qui gêne pas dans le cockpit, mais qui permet, même quand on est à la barre ici, on a les winches à portée de main. La tenture du bateau fait qu'effectivement la pièce d'étrave
qui en plus elle-même est haute puisqu'elle est faite pour soutenir le pavois. On la voit, elle dépasse à l'étrave, elle est à sa hauteur réelle. Le pavois va mourir là-bas. On ne voit pas au-dessus, c'est pas bien grave. Quand on est en mer, on regarde au loin, on regarde pas pile poil devant. Pour les manœuvres de port, il y a la possibilité, il y aura un marchepied ici qui me permettra de me rehausser et de passer la tête à travers la casquette. Lors d'une croisière à la voile en Guadeloupe, Pointe-à-Pitre est l'escale obligée. Point d'arrivée de la célèbre course de la route du Rhum, ce petit bout de paradis nous révèle bien d'autres surprises. Située sur la côte sud, le long de la rivière Salée, Pointe-à-Pitre est la ville la plus importante de la Guadeloupe. Elle possède, avec la marina du Bas du Fort, rendue célèbre par la route du Rhum, un port de plaisance vaste et moderne. En arrivant vers Pointe-à-Pitre, défile l'île Gosier avec son phare qui est un amer remarquable pour l'approche de jour et encore plus de nuit. Le chenal, qui est prévu également pour l'important trafic maritime de commerce et de passagers, est parfaitement balisé. Attention, les Antilles sont en zone B. La couleur des balises est inversée par rapport à l'Europe. En entrant, il faut laisser les rouges à tribord et les vertes à bâbord. Avant l'entrée de la marina du Bas du Fort se trouve une zone de mouillage sur ancre où il peut être difficile de se placer en période d'affluence. Au cœur de la marina se trouve toute une série de commerces et restaurants, dont celui devenu célèbre de la route du Rhum, dont l'intérieur rappelle la grande saga de cette célèbre course en solitaire. En 1654, un Hollandais nommé Peter s'installe sur un éperon rocheux qui prit alors son nom. Certains pensent que c'est la déformation de la pointe à Peter qui donna le nom de Pointe-à-Pitre. L'architecture hétéroclite du centre-ville tient aux différentes reconstructions entreprises par les habitants essayant de s'abriter des vents, des cyclones ou de se prémunir des agitations de la terre. Le marché dans la Darse est un lieu où odeur, couleur, animation, tous les sens sont en éveil sur ce marché typiquement créole, l'endroit rêvé pour acheter des épices. Océan, c'est fini pour cette semaine, mais rendez-vous très vite. Alors d'ici là, bonne balade, sous voile bien sûr.